Introduction. Le visage d'une guerre nouvelle. La Première Guerre mondiale a marqué un tournant irréversible dans l'histoire de l'humanité, dissipant définitivement les illusions du XIXe siècle sur une campagne brève et héroïque. Elle a inauguré l'ère de l'anéantissement industriel et total, où la vaillance individuelle se diluait dans la puissance monstrueuse des machines. Ce fut une guerre menée par des ingénieurs et des chimistes, une guerre où le corps humain n'était plus qu'un appendice fragile au service d'une mécanique d'acier et de mort. En marge des images familières, les tranchées sans fin, les barbelés rouillés, les silhouettes fantomatiques des soldats dans leurs masques à gaz, d'autres innovations, tout aussi terrifiantes, mûrissaient. Conçues pour résoudre des problèmes tactiques là où la baïonnette et la balle échouaient, elles incarnaient une nouvelle forme d'horreur. Parmi elles, le lance-flamme, qui matérialisait cette terreur archétypale, primitive, du feu. Son emploi sur le front de l'Ouest, et en particulier dans le creuset incendiaire de Verdun en 1916, n'est pas un simple épisode aride des chroniques militaires. C'est une illustration brûlante de la manière dont le désespoir du front et la pensée scientifique engendrèrent de nouvelles formes, jusque-là inimaginables, de combats, estompant les dernières frontières entre la bataille et l'exécution. Verdun, anatomie de la fournaise, qui consuma les armées. Pour comprendre la place du lance-flamme dans cette boucherie, il faut appréhender le paysage même de Verdun. La bataille, qui débuta le 21 février 1916 par un ouragan d'artillerie de 9 heures, fut conçue par le stratège allemand Erich von Falkenhayn, non comme une percée classique, mais comme une opération au nom de code révélateur. Un immense hachoir, destiné à saigner à blanc l'armée française. Les Allemands calculaient que pour défendre ce cœur symbolique de la France, ce lieu sacré pour la nation, l'adversaire engagerait toutes ses réserves qui seraient méthodiquement broyées sur un front étroit. Le calcul ne fut que partiellement exact. Les Français tinrent en effet jusqu'au bout, sous le slogan « Ils ne passeront pas », mais le prix de cet entêtement fut monstrueux pour les deux camps. Le paysage autour de Verdun se transforma en un paysage surréel, quasi lunaire. Une mer infinie de cratères d'obus, une terre mêlée de calcaire, jonchée de métal tordu, de lambeaux d'uniformes et de restes humains. Dans ces conditions, toute tentative d'assaut traditionnel en ligne d'infanterie était un suicide. La guerre était descendue sous terre. Les tranchées, les abris, les galeries souterraines et les casemates de béton devinrent les arènes principales de l'affrontement mortel. Et c'est précisément pour nettoyer ces labyrinthes fortifiés, confinés et meurtriers, où la baïonnette était impuissante et où la grenade ne pouvait toujours tout atteindre, qu'une arme nouvelle, radicale, était nécessaire. Une arme qui ne tuait pas par l'éclat, mais qui embrasait l'espace lui-même. Les lance-flammes, non pas une flamme, mais un liquide mortel. La technologie de l'apocalypse. Si la palme historique de la conception et de la première utilisation des lance-flammes portables revient à l'Allemagne, leurs premiers modèles, Wex, furent testés dès 1915. Le commandement français, confronté à cette nouvelle menace, mit en place avec une rage pragmatique caractéristique la production et l'adaptation de ses propres systèmes. Le lance-flamme français modèle 1915, connu sous le nom de lance-flamme, n'était pas une simple copie. Il était le fruit d'une pensée ingénieuse, née dans des circonstances extraordinaires. Contrairement aux premiers systèmes encombrants qui exigeaient plusieurs hommes, ce modèle était relativement portable, bien que demeurant un lourd fardeau pour un seul soldat. Sa conception était à la fois simple et mortelle. La base en était une cuve d'acier portée comme un sac à dos, contenant sous pression un mélange inflammable et visqueux, généralement une combinaison de pétrole et d'essence avec divers épaississants afin que le liquide ne ruisselle pas simplement, mais adhère aux cibles. À la cuve était fixé un long tuyau avec une poignée pistolet et un dispositif d'allumage à son extrémité. La différence cruciale du système français résidait dans le mode d'éjection. Le jet de feu était propulsé non par de l'air comprimé préalablement chargé, mais par une charge de poudre spéciale qui s'activait en pressant la détente. Cela rendait l'éjection plus brutale, plus puissante et plus lointaine. Certaines modifications pouvaient projeter le liquide mortel à une distance de 25 à 30 mètres. Mais au-delà de la spécificité technique, c'est sa tactique d'emploi qui était révolutionnaire.
Les lance-flammes n'étaient pas destinés à des duels en terrain découvert. Leur élément, c'étaient les espaces confinés, clos, remplis d'hommes, les labyrinthes de tranchées, les casemates aveugles des forts, les galeries souterraines où l'ennemi se sentait en sécurité relative. Le lance-flamme ne tirait pas au sens conventionnel. Il déversait sur l'adversaire un éventail large et brûlant de liquides auto-inflammables qui ne brûlaient pas simplement, mais collaient aux rondins, à la terre, au métal et, plus horrible encore, à la peau et aux uniformes. Il s'écoulait dans les fissures, pénétrait les conduits de ventilation, remplissait les abris souterrains, consumant l'oxygène et créant en quelques secondes la température d'une fournaise infernale. Les groupes d'assaut de la première division d'infanterie, la naissance d'une nouvelle arme et la tactique de l'enfer au corps à corps. Il est admis que toute arme nouvelle au combat est d'abord confiée à des unités d'élite ou spécialement entraînées. Dans le cas des lance-flammes français à Verdun, cette règle s'appliqua avec une précision glaçante. Un rôle clé dans leur baptême du feu fut joué non par les régiments d'infanterie de ligne, qui avaient subi des pertes terribles dans les premiers mois de la bataille, mais par les groupes d'assaut, groupes de Hassol, qui se formaient alors sur l'initiative d'officiers avant-gardistes. Ces groupes furent, en essence, l'archétype des unités de force spéciales modernes. Ils n'étaient pas constitués par la conscription, mais sur la base d'une sélection. On y prenait les soldats les plus endurants physiquement, les plus froids et les plus stables moralement, dotés d'une initiative peu commune et capables d'agir dans un chaos absolu. On les équipait délibérément non pas avec les longs fusils Lebel standard, peu efficaces dans les combats rapprochés, mais avec un arsenal de tueurs spécial, des grenades en quantités énormes, des poignards et des coups de poing, des carabines courtes, des mitrailleuses légères, Hotchkiss, et, surtout, les toutes nouvelles armes techniques, dont ces fameux lance-flammes. Concrètement, ce sont de tels groupes d'assaut, agissant au sein de la première division d'infanterie, qui furent engagés dans les combats les plus acharnés pour le fort de Douaumont, et surtout pour le fort de Vaux, des points clés de la défense de Verdun, qui changèrent de main sans cesse. Leur mission était cauchemardesque, même au standard de Verdun, reprendre aux Allemands les casemates et les galeries souterraines qu'il était impossible de nettoyer par les méthodes standards. Un fantassin avec son fusil était impuissant face à un nid de mitrailleuses retranché au fond d'une casemate de béton, derrière un coude. L'artillerie ne pouvait le toucher. Les sapeurs des mineurs ne pouvaient pas toujours s'en approcher. Il ne restait que deux options, un minage long et périlleux ou l'incinération totale. Dans de telles opérations, les lance-flammes n'agissaient pas seuls, mais comme l'élément clé d'un mécanisme mortel au sein du groupe d'assaut. La tactique standard était la suivante. Tandis que certains soldats, les grenadiers, pilonnaient l'entrée d'un abri ou d'une tranchée avec des grenades à main, provoquant panique, obscurcissement par la fumée et étourdissement des défenseurs, le lance-flamme et son aide, protégés par des tireurs munis de carabines, prenaient en position. Ils ne visaient pas un tir prolongé, une ou deux décharges courtes, mais dévastatrices. Dans une embrasure, une porte ou un conduit de ventilation suffisait. Le jet de feu, avec un vouk rauque et puissant, s'engouffrait à l'intérieur, enflammant instantanément tout ce qu'il touchait. Il consumait l'oxygène, créant un vide et générait une onde de chaleur thermique qui enflammait même les objets non directement touchés. Ceux que le liquide n'atteignait pas directement mouraient par asphyxie ou subissaient des brûlures des voies respiratoires, incompatibles avec la vie. Les survivants d'un tel enfer, s'il y en avait, étaient généralement en état de choc et incapables de résister. Après cela, le groupe d'assaut pouvait entrer et finir le travail à la baïonnette et au couteau. Ce n'était pas une attaque au sens classique, c'était une sanctuarisation par le feu, une destruction totale de la vie dans un volume d'espace donné. La psychologie de la terreur, le double fardeau du lance-flamme. L'effet de l'utilisation des lance-flammes dépassa largement le seul succès tactique. Leur impact sur le psychisme fut écrasant et, fait important, bilatéral. Pour ceux qui en étaient la cible, c'était le cauchemar incarné, tout droit descendu des pages de Dante.
Les témoignages de l'autre côté décrivent de moins l'image visuelle de la flamme que les sons et les odeurs qui l'accompagnaient. Le voug, grave et rauque à l'éjection, les cris agonisants. Et cette odeur, à jamais gravée dans la mémoire, sucrée et nauséabonde, de chair humaine brûlée, mêlée à la suie et au mazout. Cette odeur devenait la marque permettant de localiser l'endroit où un lance-flamme avait récemment œuvré. Mais pour les soldats français eux-mêmes affectés à ces armes, le service était semblable à une malédiction éternelle. Ils savaient parfaitement qu'ils étaient la cible prioritaire des snipers, des mitrailleurs et des observateurs d'artillerie ennemie. Tout soldat adverse, apercevant la silhouette caractéristique avec son sac et son tuyau, concentrait tous ses efforts pour l'éliminer. Une balle ou un éclat touchant la cuve signifiait une mort instantanée, mais n'en était pas moins terrible. Une explosion catastrophique et une crémation sur place, avec ceux qui se trouvaient à proximité. Ils étaient souvent haïs parfois par leurs propres camarades de tranchée, car la seule présence d'un lance-flamme en faisait instantanément une cible prioritaire pour tous les tirs ennemis, y compris l'artillerie. C'était une double isolation, par la nature de l'arme, considérée comme déloyale,